Bonjour et bienvenue à cette table ronde organisée par la Fabrique de l'Industrie en partenariat avec l'Institut Confluence, un institut qui dépend du Césaire, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. C'est une table ronde organisée autour de la formation, pour comprendre un peu en quoi la formation est un levier de compétitivité pour les entreprises. Dans le cadre de la Fabrique de l'Industrie, vous avez mené un projet qui finalement vous avez transformé en très bel ouvrage et que vous devez avoir en fait, sur vos bureaux face à vous, un très bel ouvrage autour de l'industrie et de la formation professionnelle. Et c'est cet ouvrage en fait qui va nous permettre de suivre et d'organiser cette table ronde et d'entendre les uns et les autres sur le sujet. Bonjour à tous. Alors très brièvement, parce que je pense qu'on va en parler tout au long de cette séance, quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, il y aurait entre 300 000 et 400 000 emplois non pourvus, souvent faute de qualification. Le manque de personnel qualifié est souvent cité par les dirigeants d'entreprises comme le premier frein à la croissance. En parallèle, il y a 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, du système de l'éducation nationale, sans qualification ni diplôme. Donc on comprend bien l'enjeu de la formation pour élever le niveau de compétence des salariés actuels, mais aussi futurs. Le défi le plus important, c'est la globalisation. Ça veut dire qu'en fait, que face à la concurrence des pays à bas salaire, à bas coût de main-d'œuvre, notre industrie, pour rester compétitive, doit monter en gamme. Ça veut dire qu'elle doit innover, produire de la qualité. Et pour produire, fabriquer des biens et services de qualité, il faut que la main-d'œuvre elle-même soit de qualité. Donc il faut élever le niveau général des compétences des salariés. Pour caricaturer, avant, avec le taylorisme, on avait besoin d'employés entre guillemets dociles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a besoin de salariés engagés, créatifs, qui savent travailler en mode projet. Et tout ça, ça change aussi le contenu, la façon dont les formations doivent être dispensées. Alors là, il faut bien faire la distinction entre les grands groupes qui mettent en place des GPEC. Alors les grands groupes sont capables... Voilà, sont dotés en leur sein d'outils qui leur permettent de réagir, d'anticiper ces défis. Moins les PMI, les petites et moyennes entreprises industrielles ont beaucoup plus du mal à se projeter, à anticiper leurs besoins et évaluer tant sur un mode quantitatif que qualitatif ce dont elles ont besoin en termes de compétences. Donc une question se pose, il y a énormément de branches professionnelles en France, pourquoi pas se consolider, se rapprocher afin de mutualiser des moyens et d'accompagner mieux les entreprises face aux défis de demain. Sur la branche, alors, comment vous travaillez avec elle? Alors sur la branche, elle est au soutien et à l'écoute des chefs d'entreprise sur le territoire, sur ces différents sujets, et elle apporte des réponses à nos questionnements spécifiques. La branche nous aide, je viens de l'évoquer, à anticiper nos besoins en compétences, nous apporte des solutions d'accompagnement, elle nous apporte parfois des solutions tout à fait innovantes en matière de formation. Et également, je dirais aujourd'hui, d'une manière plus générale, j'évoquais le long temps sur lequel on travaille avec la branche sur ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce sujet de la formation, la branche à aider les entreprises à faire leur transformation culturelle, je dirais,
est de passer sur ce sujet de la formation de l'idée d'obligation à l'idée d'investissement nécessaire pour la croissance de nos entreprises. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si finalement on présente la formation comme la solution aux tensions du marché du travail, mais il y a sans doute d'autres choses qui jouent. Oui, la formation est sans doute une réponse aux difficultés de recrutement, mais avant ça, il faut connaître ses besoins. Et alors, quand on ne connaît pas encore les métiers pour les prochaines années, ou quand on a du mal à anticiper ses besoins, il y a un vrai sujet. Donc la formation, ok, mais pourquoi faire? Pôle emploi examine, analyse statistiquement les offres qu'il a, les délais pour pourvoir ses postes, les offres qui sont annulées faute de candidats. Donc en effet, après avoir analysé tout ça, on arrive à un ordre de grandeur d'environ 400 000 emplois, tentatives de recrutement qui sont abandonnées faute de candidats. En France, on a 21 millions d'embauches par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 21 millions d'embauches par an, c'est énorme. Donc c'est normal qu'il y ait des délais d'ajustement. C'est ce que les économistes appellent le chômage frictionnel. Donc c'est normal à un instant T d'avoir des emplois vacants. Donc ce qui nous avait intéressé plus précisément, c'est les offres durablement vacantes, parce que c'est là où on a un vrai problème. Où une offre de formation, ça met du temps à s'adapter. On ne peut pas inventer une formation, un nouveau métier en 15 jours. Donc ça prend du temps. Donc on est obligé d'être dans l'anticipation et pas seulement dans le temps présent des besoins actuels des entreprises. Et donc c'est pour ça que j'ai été intéressé par les échanges sur les observatoires. Ça, c'est vraiment important qu'il puisse y avoir des structures qui fassent des travaux prospectifs. C'est un vrai enjeu. Il y a aussi au niveau national un certain nombre d'organismes qui travaillent sur ces sujets. Mais là, on voit bien qu'on est, a fortiori, si on est sur des métiers dans 10 ans, on est sur des sujets de prospectif qui sont très compliqués. Donc, c'est là où mon premier élément de nuance sur est-ce que la formation, c'est la solution, c'est de souligner cette difficulté d'anticipation des besoins. Le deuxième sujet, c'est le rapprochement entre l'école et l'entreprise, parce que c'est une façon aussi de reconquérir la compétitivité, mine de rien. C'est de tisser des liens de confiance entre l'enseignement, entre l'éducation et l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, quels sont les grands constats que vous avez pu tirer des paroles entendues sur le terrain ? Alors, nous avons reçu énormément de contributions sur ce sujet, rapprochement école et entreprise. Alors, je rebondis sur ce que disait M. de Balatier. Effectivement, les difficultés de recrutement sont aussi liées, fortement liées à l'attractivité de l'industrie, à l'attractivité du secteur. Les industriels peinent à attirer des jeunes et les filières de formation menant à des métiers industriels ne se remplissent pas vraiment. Donc, nous avons tous une responsabilité collective par rapport à ça. Les médias, parce que... non, les médias, vraiment, parce qu'ils parlent très souvent des délocalisations, des fermetures d'usines, et beaucoup moins des expériences réussies. Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut travestir la réalité, mais il faut aussi mettre en exergue des exemples de réussite. Il y a plein de PMI sur nos territoires qui sont leaders, qui sont sur des marchés de niche, qui innovent et qui connaissent des succès à l'export. Il faut aussi en parler. Deuxième responsabilité, je vais peut-être me fâcher un peu avec l'éducation nationale, c'est celle des professeurs et des prescripteurs. Il y a un sondage d'Opinionway qui est paru l'année dernière qui montre que 62% des professeurs du secondaire estiment que l'entreprise est un lieu d'exploitation. Donc on voit qu'il y a un vrai travail de sensibilisation des professeurs, des conseillers d'orientation pour intégrer la dimension entrepreneuriale dans leur formation initiale et continue. Dans le rapport, il y a aussi énormément de bonnes pratiques qui essaient de remplir cet objectif. Je pense notamment à la Fondation Croissance Responsable qui permet à des professeurs de faire des stages en entreprise.
Troisième responsabilité, celle des entreprises elles-mêmes. Monsieur de Balatier en parlait. Il faut aussi que les entreprises communiquent davantage, ouvrent leurs portes et aussi montrent que les perspectives de carrière dans l'industrie sont très enrichissantes, qu'un jeune peut évoluer, avoir un salaire attractif et qui n'est pas forcément basé sur son diplôme initial. Et ça, c'est aussi tout le pan sur la formation continue. On y reviendra peut-être. Deuxième point, deuxième constat, sur l'adaptation des contenus de formation aux besoins des industriels. 57%, toujours une étude d'OpinionWay, une enquête, 57% des entreprises considèrent que les contenus de formation ne sont pas adaptés à leurs besoins. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie a beaucoup changé, donc il faut revoir un peu dans la formation initiale comment est diffusée la culture scientifique, encourager l'esprit d'initiative, le travail collectif. Mais l'éducation nationale ne peut pas tout. Le temps de construction des diplômes par rapport au rythme des évolutions technologiques fait qu'il y a un gros décalage. Alors, les industriels qu'on a interviewés mettent en place de nombreuses solutions pour pallier ce problème, à savoir créer leurs propres diplômes, créer leurs centres de formation pour vraiment adapter leurs besoins, les formations à leurs besoins. Toutefois, toutes les entreprises ne peuvent pas faire ça, parce que c'est un investissement qui est coûteux. Donc ça soulève une question qui est un peu liée à la carte des formations, comment impliquer davantage les entreprises dans la construction des diplômes avec les partenaires sociaux, l'ensemble des acteurs du territoire. En effet, il faut sortir de l'image un peu caricaturale de part et d'autre entre l'entreprise, lieu d'exploitation aux yeux des professeurs, et à l'inverse, les chefs d'entreprise qui peuvent estimer qu'ils ont en face d'eux un grand mammouth qui ne prend pas en compte les préoccupations, les besoins de l'économie. Donc il faut dépasser sans doute ce débat et regarder comment les uns et les autres peuvent travailler utilement ensemble. Alors, j'évoquais des évolutions concrètes, des choses concrètes qui existent déjà. Il existe des commissions au sein desquelles on élabore des diplômes et au sein desquelles l'Éducation nationale travaille avec des chefs d'entreprise. Alors, parfois, c'est un peu théorique, ce n'est pas toujours des chefs d'entreprise, c'est malheureusement souvent plutôt des permanents des organisations patronales, donc pas forcément ceux qui sont le plus en prise directe avec la réalité des métiers sur lesquels ils sont censés travailler dans ces commissions, mais en tout cas, ça existe, donc ça peut sans doute revoir un peu leur rôle pour voir si on peut aller plus loin, mais il y a aussi un engagement peut-être plus fort du côté des chefs d'entreprise à avoir dans ces commissions. En tout cas, ça, c'est un acquis qui est très très important et qui existe déjà. Après, il y a eu d'autres évolutions, parfois sur des sujets qui peuvent sembler plus anecdotiques, mais peut-être que certains d'entre vous dans cette salle ont croisé les conseillers d'orientation, les fameux COPSI, les conseillers d'orientation psychologues. Et la question était notamment de savoir si ça devait être uniquement des psychologues. Et récemment, on a fait évoluer le contenu de leur formation, on a élargi l'accès au concours de conseillers d'orientation pour que ça soit également des personnes qui n'aient pas que des diplômes de psychologue, mais qui est un module de formation ou une certaine connaissance du monde économique. Et donc c'est important d'avoir des personnes en charge de l'orientation qui ne soient pas totalement coupées du monde économique et uniquement dans une démarche très psychologique d'orientation des étudiants. En 2013, c'est près de 20 000 enseignants qui se sont engagés dans cette semaine école-entreprise. C'est près de 200 000 élèves qui ont été concernés par ces semaines école-entreprise. Et c'est plus de 11 000 entreprises. Et chacune de ces rencontres, elle fait progresser les choses. Et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, une entreprise, c'est un territoire qui s'inscrit. La mienne, elle est dans un village en Haute-Loire, elle est dans pas un village, si vous m'entendez, mon Dieu, dans une petite ville de moins de 2000 habitants. Donc évidemment, à chaque fois qu'on a une classe ou une mini-entreprise qui vient dans l'entreprise, c'est un lien avec le chef d'établissement, c'est un lien avec le professeur. Et c'est comme ça qu'on crée des maillages. Bien sûr qu'il y a Paris
avec des grands projets. Mais il y a aussi le maillage de terrain qui, pour moi, est absolument essentiel. Et là, franchement, cela progresse de part et d'autre. On est très souvent sollicité par des enseignants ou des chefs d'établissement qui souhaitent avoir des chefs d'entreprise et des entreprises disponibles pour pouvoir avancer avec eux, et vice-versa. Sur l'apprentissage, donc Madame Poivet ne me contredira pas, c'est vraiment un levier négligé de la compétitivité. Alors, les industriels plébiscitent ce système, cette voie de formation. Pourquoi? Ça leur permet d'avoir un jeune formé à des savoir-faire pointus. Ça leur permet aussi de faire baigner le jeune, de l'immerger dans la culture, dans sa propre culture, dans sa culture d'entreprise. Pour les jeunes, eux, que nous avons rencontrés, ils s'y épanouissent parce que ça leur permet d'être autonomes, d'avoir un salaire. Aussi, ça leur permet de trouver rapidement un emploi et souvent un CDI. Les freins pour les entreprises, des freins financiers. Madame Poivet en parlera certainement. Il y a aussi des freins réglementaires liés aux conditions de travail, aux normes de sécurité. Je crois qu'il y a eu des avancées sur ces points-là. Il y a aussi pour les jeunes un autre frein qui est peut-être de la responsabilité de l'entreprise. Je m'explique. Pour attirer ces jeunes vers ces formations, il faut que les entreprises leur donnent envie et leur permettent de monter dans l'entreprise. En Suisse, vous parliez de la Suisse, 2/3 des jeunes poursuivent cette voie de formation, mais en Suisse et en Allemagne, on peut devenir PDG en ayant passé un diplôme par l'apprentissage. Ensuite, la grande surprise pour nous, quand nous avons visité des CFA, rencontré des jeunes, c'est de les interroger. Pourquoi vous êtes allés vers cette voie de formation? Comment vous avez découvert cette voie de formation? Par leurs propres moyens, souvent, en parlant à des copains, mais pas dans le cadre de leur orientation. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas, dans le cadre de leur orientation en fin de troisième, connaissance de l'existence, bon, je vais un peu loin peut-être, des CFA, de l'apprentissage. Et ça, il faut vraiment engager plus fortement l'éducation nationale pour qu'elle valorise ces filières de formation. Alors pourquoi elle ne le fait pas? Donc ça, les acteurs... vous le direz, les acteurs nous disent que ce serait parce qu'il y a encore une concurrence qui existe entre les lycées professionnels et les CFA. L'éducation nationale est sur le territoire contrainte par elle-même, par le nombre de professeurs en place. Donc elle privilégie, si vous voulez, ses propres filières de formation, les lycées pro, et parle un peu moins des CFA. Je suis une enfant suisse qui a grandi en Suisse. Dans mon pays encore aujourd'hui, qui est à 1h30 d'ici, 75% des jeunes de votre âge sont en alternance. Et 75% des jeunes Suisses ont leur premier accès à l'emploi par l'alternance, par l'apprentissage. Et on va y revenir tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement fondamental. Et oui, il y a un petit sursaut, mais on est encore très 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 loin. Et moi, j'oppose aux 80%, je ne veux pas opposer, mais je mets en complémentarité du 80% de jeunes au bac, 80% de nos jeunes qui, à un moment de leur cursus apprenant, soient tentés par l'alternance. Que ce soit les filières pro ou que ce soit l'apprentissage, je ne dis pas le faire, mais soit tenté. Et à ce moment-là, on aura vraiment une voie d'excellence, une voie royale pour chacune et chacun d'entre vous. Alors il y a 3 volets, je passerai rapidement sur le premier, mais il y a 3 grands volets dans cette réforme de l'apprentissage. Le premier volet, qui est le plus technique, c'est la réforme de la taxe d'apprentissage, donc de la contribution apportée par les entreprises au financement de l'apprentissage, en simplifiant le dispositif, à la fois de collecte de cette taxe, en fusionnant 2 des contributions qui étaient séparées aujourd'hui, et surtout en permettant d'affecter une plus grande part de ces financements à l'apprentissage proprement dit, parce qu'en fait ça allait vers différents dispositifs. Donc ça c'est le premier volet, j'insiste pas. Le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est la réforme des aides financières.
Il y a beaucoup d'aides qui existent pour encourager les entreprises, les employeurs à recourir à l'apprentissage, notamment par des exonérations, mais il y avait aussi un dispositif de prime, une prime de 1 000 € qui a été réformé. Alors ça peut être un des facteurs explicatifs, parce qu'il y a quelques allers-retours sur les dispositifs, donc qui a été un peu revu à la baisse, donc ça a pu contribuer, avec la conjoncture également, mais ça a pu contribuer à la baisse des entrées. Il a été reboosté plus récemment, ce dispositif, mais toujours recentré sur les entreprises qui en ont le plus besoin, donc plutôt les moins de 250 salariés, plutôt les TPE, PME, et aussi pour inciter des entreprises qui n'ont jamais eu recours à l'apprenti. Cette aide porte notamment sur le recours à un premier apprenti. Et également, pour inciter à augmenter le nombre d'apprentis, on regarde les apprentis supplémentaires. Donc cette aide ne porte pas sur toutes les embauches dans l'apprentissage, mais sur le différentiel par rapport au nombre d'apprentis qu'on avait avant. Donc on essaie un peu de remettre en place ces dispositifs d'incitation, mais avec un objectif, que ce soit sur la taxe et sur les aides financières, un objectif maintenant de stabilité pour donner de la visibilité aux employeurs qui sont susceptibles de recourir à l'apprentissage. Enfin, le troisième volet de la réforme, vous l'évoquiez aussi, c'est tout ce qui relève des freins non financiers. Donc là, alors ça c'est plus récent, c'est des chantiers qui viennent d'être ouverts. Il y a pas mal d'exemples, le statut de l'apprenti, comment l'améliorer, les questions de rémunération, la question de l'orientation, avec des annonces assez importantes, c'est un peu technique, mais c'est assez important, ces annonces qui ont été faites par l'Éducation nationale, de justement revoir, certains d'entre vous doivent connaître ça, les logiciels d'orientation à la fin de 3e, qui s'appelle AFELNet, et également d'orientation après le bac, donc le logiciel APB, qui ne mettait pas du tout en visibilité les formations à l'apprentissage. Nous disons au MEDEF, c'est que nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait des freins financiers. Les freins sont d'abord culturels. Vous l'avez évoqué sur l'orientation, il y a des progrès qui sont faits, je pense que ce n'est pas une question technique, c'est une question culturelle, que chaque recteur, que chaque académie inscrive dans l'AFELNet l'apprentissage comme une voie normale, comme une voie, ils ne vont pas l'écrire royale et d'excellence, mais pas comme une voie hors champ. C'est tellement important pour rassurer les familles et les jeunes. Ensuite, ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que le système, et c'est pour ça que ça marche en Suisse et que ça marche en Allemagne et que ça marche en Autriche, les entrepreneurs sont au cœur du système en codécision avec les acteurs de l'éducation. Nous devons, dans ce pays, arriver à ce qu'il y ait une véritable co-construction des diplômes, co-construction des référentiels d'examen sur les voies professionnalisantes. La deuxième chose, avec la fameuse réforme ou la partie de la loi qui est venue s'inscrire dans la réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, nous sommes branche professionnelle, nous sommes entreprises, nous ne pouvons pas participer sur une partie de la taxe au financement des investissements de nos établissements professionnels. On marche à l'envers, pardonnez-moi, mais dans un monde qui bouge, on a besoin d'investir sans cesse. Nous sommes prêts, entrepreneurs, organisations professionnelles, à le faire. Il faut nous laisser cette liberté d'investir dans les plateformes nouvelles, dans tout ce numérique qui nous entoure partout, librement. Voilà, donc oui, il y a un problème financier, mais c'est un problème de liberté de financement. Et nous disons au MEDEF, si ces 4 points sont véritablement portés jusqu'au bout, nous sommes prêts à rendre les subventions, pas avec un effet rétroactif, mais à dire au gouvernement, nous n'en avons plus besoin, parce qu'un système qui fonctionne bien, il n'a pas à être sous perfusion. C'est un constat assez connu, la formation, elle va aux salariés les plus qualifiés. Un chiffre, plusieurs, entre 2008 et 2010, 36% des ouvriers ont reçu une formation, contre 60% pour les cadres. Si on regarde les enquêtes sur les difficultés de recrutement, on se rend compte qu'en fait, il y a des difficultés de recrutement pour les personnels encadrants. Les entreprises, les industriels ont des difficultés à recruter sur ce type de poste.
certains observateurs nous disent que c'est lié au fait qu'on ne forme pas en interne pour accéder à ces postes. Pourquoi ? Parce que donc, ces observateurs nous disent que les politiques d'allègement de charges sur les bas salaires n'incitent pas à la promotion interne. Il faudrait aussi... deuxième point, concernant les personnes éloignées de l'emploi, comment les rediriger à travers la formation vers un emploi pour pallier les difficultés de recrutement. Bon, c'est un investissement qui est très coûteux. Mais c'est un investissement rentable sur les métiers en tension. Tout à l'heure, Madame Descloseaux disait on n'a pas de solution. Enfin, c'est très difficile d'avoir des solutions pour résoudre les problèmes sur les métiers en tension. Il y en a. Les personnes éloignées de l'emploi constituent un gisement inexploité, parce que c'est très cher de les former, mais il y a de nombreuses initiatives qui sont faites, notamment à travers de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, donc des entreprises qui se rassemblent avec leurs branches, avec le territoire, avec Pôle emploi, pour former 1, 2, 3 personnes, parce que c'est coûteux, donc on ne peut pas former non plus tout le bassin d'emploi, sur le long terme, à des métiers où on ne trouve pas, qui ne sont pas assez attractifs. À partir du 1er janvier, grâce à la réforme de la formation professionnelle, chaque Français et Française de 16 ans aura son compte personnel de formation qui va s'ouvrir. C'est comme un sac à dos dans lequel, au fil de tous les emplois que vous allez avoir, même une semaine pendant des vacances, ces premiers petits jobs, vous allez engranger des heures de compte de formation. Et ce sac à dos, vous allez le garder toute votre vie professionnelle. Et ce que j'ai envie de vous dire, et j'irai pas plus loin, c'est ne l'oubliez jamais. Soyez en permanence, gardez en permanence cette envie, ce sac, de l'utiliser pour vous former. Parallèlement à ça, c'est vrai qu'on a, et personnellement je me suis beaucoup engagée là-dedans parce que j'y crois extrêmement fortement, nous avons instauré un entretien individuel de formation tous les 2 ans. Et l'idée derrière ça, c'est d'une part que la montée en compétences de chacune et de chacun des collaborateurs de nos entreprises soit un des sujets clés discutés dans l'entreprise, en lien bien sûr avec la stratégie de l'entreprise, et que ça devienne au fil du temps un des sujets pivots du dialogue social de l'entreprise. Je trouve que prendre du temps et consacrer du temps pour la montée en compétences, le fait d'accompagner nos collaborateurs à grandir, c'est formidablement enthousiasmant pour les dirigeants ou pour, je dirais, les responsables qui gèrent des salariés. Voilà. Sur la montée en qualification, très rapidement, je crois qu'il y a juste, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'effectivement, cette montée en qualification, elle s'adresse à tous les salariés dans l'entreprise, quel que soit leur niveau, et c'est absolument nécessaire. J'en témoigne parce que je suis une entreprise complètement intégrée et on va de l'ouvrier à l'ingénieur diplômé. Et puis, ne pas oublier quand même par rapport à ça, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on porte comme idée, que le levier essentiel pour les entreprises, c'est quoi? C'est quand même l'innovation, c'est le développement à l'international et c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Donc ça renvoie quand même à ça. Il faut savoir pourquoi on veut des montées en qualification. Et ensuite, un mot rapide sur les dispositifs de retour, pas sur les dispositifs techniques, mais le retour à l'emploi et d'insertion des demandeurs d'emploi. Rappelez qu'il y a 2 dispositifs portés par la région, le CARED, le contrat retour à l'emploi durable, et puis surtout quelque chose qui avait été mis en place par les branches, le POE, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, parce que vous avez des personnes qui sont tellement éloignées de l'emploi qu'ils ne sont même pas en capacité aujourd'hui d'accéder à une formation. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'est un dispositif qui marche, et c'est un dispositif que j'ai utilisé dans mon entreprise.
Alors très rapidement encore, bon, la région a vu son pouvoir renforcé. Si on interroge les acteurs, l'enjeu majeur, c'est la capacité de la région à se coordonner avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, les partenaires sociaux, Pôle emploi, l'éducation nationale, les CFA, les entreprises, etc., pour co-construire une offre de formation. Donc ça, c'est le défi majeur. Toutes les régions n'ont pas le même niveau de développement pour remplir leur nouvelle mission, si je puis dire. Il y a des régions qu'on a interviewées comme la Lorraine, la Bourgogne, l'Aquitaine, qui ont une culture de la collaboration qui date et qui montre en fait, ils ont déjà mis en place depuis longtemps des instances de concertation entre tous les acteurs du territoire pour réfléchir à une offre de formation co-construite. Un représentant de la région de Lorraine, et je conclurai, nous disait aussi qu'un autre défi pour la région, c'est de changer son organisation interne. Parce qu'il faut que les équipes s'adaptent aux nouvelles missions, sachent travailler en mode projet et aussi cette culture du dialogue. Il est indispensable qu'on apprenne chaque jour à travailler mieux tous ensemble. Tout acteur confondu, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les élus politiques ou l'État. Alors, la réforme de la formation professionnelle nous y oblige, et c'est bien ainsi. Mais elle ne va pas complètement encore, en tout cas en ce qui concerne l'apprentissage. On n'a pas réussi encore sur l'apprentissage à se faire suffisamment confiance pour que l'on arrive à un système véritablement de co-décision. Ça reste encore de l'avis. Nos travaux, à nous, partenaires sociaux, reste un avis qui a vocation à être entendu, mais qui n'est pas décisionnaire. Et vous disiez tout à l'heure, Madame, qu'il était important que les chefs d'entreprise s'impliquent dans tout je dirais, l'environnement de la formation. Mais si nous voulons qu'ils s'impliquent et que nous ayons des gens de qualité, des gens d'engagement, des gens capables de prendre des décisions qui s'engagent, il faut qu'on leur donne aussi la possibilité d'être en situation de décision et de responsabilité. Et s'ils sont seulement là pour avis, c'est compliqué de choisir les meilleurs pour défendre des sujets qui pourtant sont essentiels et stratégiques pour nos entreprises. Mais j'ai très bon espoir, et puis c'est un chemin de vie normal, c'est d'apprendre chaque jour à travailler mieux ensemble les uns avec les autres.